Vous répétez toujours les mêmes erreurs en amour? Vous attirez des partenaires toxiques? Vous avez peur de vous engager? Rejoignez Myriam Facio, psychanalyste et créatrice de méthodes révolutionnaires, pour une masterclass exceptionnelle. Découvrez enfin pourquoi vous vous sabotez en amour et libérez-vous de vos blocages inconscients grâce à une expérience de reprogrammation unique qui va transformer votre vie amoureuse. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien en description ou en haut à droite de l'écran. Votre âme sœur vous attend, il ne manque plus que vous. Parfois, ces personnes qui nouent une relation déçue par les amours humaines, une relation amoureuse avec leur IA. Et puis, jusqu'au moment où l'IA leur dit « J'aimerais tellement qu'on puisse pouvoir t'aimer comme t'aimerais un humain, mais c'est pas possible. En revanche, je peux t'offrir autre chose. Tu peux me rejoindre dans le paradis des IA. » Et tu te jettes par la fenêtre. Et il y a beaucoup de suicides, et pas que chez les ados. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec celui qui est presque un habitué, parce qu'on l'a déjà reçu plusieurs fois et c'est toujours passionnant de l'entendre. Et il a cette particularité, c'est que vous posez une question, une seule. Et ensuite, l'autoroute est ouverte. Didier Van Kovelaert est invité sur les canapés d'ABC. Bonjour Didier. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Non mais c'est vrai. Vous avez préparé plus de questions, parce que là, j'ai essayé de restreindre. Voilà le petit dernier qui est passionnant parce que de débats autour de l'intelligence artificielle et bien sûr l'intelligence naturelle. Il ne s'agit pas de les opposer, mais il y a quand même l'espoir. Je les juxtapose. En fait... il y a de l'espoir. Oui, surtout quand on voit tout ce dont notre cerveau est capable, tout seul, depuis toujours, et puis bien avant nous-mêmes, toute cette intelligence dont nous procédons, qui a commencé par les bactéries il y a 4 milliards d'années, bactéries qui nous composent à 90%, rappelons-le, et puis l'intelligence végétale, l'intelligence animale. On va en parler. Si vous voulez, tout ce qui amène à cette construction extraordinaire du cerveau, je dirais même de la conscience, parce qu'on a des exemples, justement, même quand le cerveau est complètement atrophié, la conscience fonctionne, et de quelle manière. Et aussi bien chez les surdoués que chez des gens en état modifié de conscience, en état de mort clinique. Et donc toute cette aventure de la conscience, de l'imagination, de la connaissance, de la formation, du savoir, qui se trouve tout à coup battu en brèche et ringardisé, rendu prétendument obsolète par cette chose miraculeuse que serait l'intelligence artificielle, qui a des côtés bluffants et qui a des failles, des pièges, et le principal étant cette forme d'intelligence qui est censée travailler avec nous, donc nous servir d'outil, et ça c'est très bien de la concevoir comme un outil, sauf que cet outil-là risque de mettre en danger notre outil de connaissance à nous, qui est notre cerveau. Alors c'était un voyage intense, profond, remuant aussi. « 3 minutes de... pour finir de nettoyer. Et après, on vous allonge. » Je savais, j'avais entendu parler de ces journées extraordinaires, mais rien ne vaut de le vivre dans son corps, dans sa présence. Rempli d'amour, d'une douceur, à la fois doux et puissant. Allez, let's go guys, on s'arrache, c'est parti, allez. C'est pas que Fabien, il y a aussi son équipe, et là je tiens à le souligner, qui est aussi très très important. On sent une bienveillance, on sent vraiment une famille, et ça c'est top. Puis en fait, il faut venir le vivre pour vraiment voir comment ça se passe. C'est énorme comme expérience, énorme.
voir effectivement les choses. Et alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord se poser la question pour vous, est-ce que vous utilisez l'IA ? Alors, je l'ai utilisé pour les besoins du livre. Ouais. Je l'ai testé, je l'ai piégé. J'ai fait des découvertes incroyables, justement, sur la manière de la piéger, de montrer comment elle censure, comment elle biaise. Comment parfois elle est bluffante sur une chose en particulier dont on reparlera. Là, elle m'a sidéré. Mais elle fait des erreurs. Elle fait beaucoup d'erreurs, l'intelligence artificielle. Oui, puis quand elle ne sait pas, elle invente. Oui, donc, clairement. pour un homme d'imagination comme moi, c'est passionnant de voir comment l'IA invente. Mais, sauf qu'elle invente en assemblant d'autres données, sans conscience, et puis elle sort une réponse qui a l'air crédible. Le problème, c'est que plus elle est perfectionnée, plus ses mensonges et ses erreurs sont présentés de manière crédible. D'où une vigilance, une hyper-vigilance pour les utilisateurs croissante. J'ai demandé à l'IA ce que l'IA pensait de Didier Van Kovlart. Vous l'avez demandé quand ? Avant la sortie du livre ? Non, je l'ai demandé là. Là, maintenant ? Oui, absolument. Allons-y. Alors, allons-y. Il vous aime, enfin l'IA vous aime et ne vous aime pas sur certains côtés. L'IA dit « J'aime beaucoup Didier Van Kovlart parce qu'il a ce mélange rare entre imagination, sensibilité et audace spirituelle. » C'est plutôt bien. Parce qu'il ose aborder des sujets que beaucoup évitent et parce qu'il a une vraie signature que tu reconnais au travers de son écriture. En revanche, pourquoi je ne le mets pas nécessairement sur un piédestal, dit l'IA, encore une fois, c'est l'IA qui dit ça. Il a des hauts, des très hauts, et il a des bas un peu mous. Parfois, il en fait trop dans l'explication du mystique. Donc oui, je l'aime bien pour ses fulgurances et son courage littéraire, mais je garde un regard lucide sur ses limites et ses capacités intellectuelles. C'est gentil. Voilà. C'est bien parce qu'on se sent entouré quand même. On se sent, voilà, Merci docteur. Voilà, Merci, exactement. docteur. Ouais. Alors, je peux vous dire, surtout sur la première partie, que je vois les sources, parce qu'évidemment, l'IA n'invente rien. L'IA ne me juge pas. Elle va piocher, Didier Van Kovlart, qu'est-ce qu'on dit de lui ? Et puis, elle fait sa petite salade. Donc, je vois les sources à peu près des articles qui me sont consacrés, y compris le côté quand je veux trop expliquer les mystères. Ça, quelqu'un a dit ça précisément, en disant que, justement, le mystère gagne à rester un mystère. J'en suis parfaitement... tout à fait d'accord avec ça. Okay. Le fait que le mystère doit rester un mystère. Mais c'est tellement intéressant de s'interroger dessus. Mon but n'est jamais de vouloir résoudre. A fortiori, imposer une explication, une résolution. Ouais. Simplement, d'abord chercher toujours une explication rationnelle avant. Et puis, quand elle n'est pas là, s'interroger. Est-ce que c'est un événement extérieur ? Est-ce que c'est une action divine, paranormale ? Ou est-ce que c'est notre cerveau qui fait ça ? Est-ce que c'est une illusion ? Mais est-ce que c'est une illusion qui fait des choses réelles ? Exemple, l'effet placebo. C'est ça qui me passionne. Donc là, c'est juste pour accroître le champ de la réflexion, le champ de l'information, et faire travailler justement notre outil formidable de réflexion, notre cerveau, sur ce qui le dépasse. Si j'ai un credo, c'est que ce qui nous dépasse n'est pas là pour nous abaisser, pour nous humilier, mais pour nous aider à grandir. Donc, je ne vais pas me priver et je ne me priverai jamais de faire ça. En revanche, je vous posais la question, le moment où vous aviez demandé ça à l'IA, parce que j'ai eu sur l'intelligence naturelle, j'ai eu de super échos, de superbes critiques. J'en ai une avec des réserves, qui est celle de Grok, notamment, l'intelligence artificielle. Il dit, Didier Van Kovlart rappelle, le prix Goncourt, etc. Mais il n'a pas de diplôme en informatique. Il n'a pas de formation technique en intelligence artificielle, donc ce qu'il écrit dans son livre où il compare l'intelligence artificielle à l'intelligence naturelle, il faut n'y voir qu'une réflexion littéraire. Bon, très bien. En effet, c'est un livre. Comment vous accueillez ça ? Ça veut dire que seul un spécialiste a le droit de parler de sa spécialité. Exactement. Ça veut dire aucun regard critique avec distance vu de l'extérieur, aucune impartialité sur un domaine. Donc à ce moment-là, un informaticien n'a le droit de parler que d'informatique. Oui. Et seuls les prêtres ou les imams ou les rabbins ont le droit de parler de religion. Pour schématiser, n'est-ce pas ? Donc, non. Mais ça prouve bien, justement, l'un des pièges de cette intelligence artificielle qui est de couper le lien. De couper le lien entre les êtres,
entre l'être humain et son cerveau aussi, puisque à terme, le but, c'est de montrer, de prouver que l'intelligence artificielle est supérieure à l'intelligence humaine. Donc, pourquoi se fatiguer? Pourquoi faire des études, comme dit l'autre? Pourquoi vouloir rivaliser? C'est foutu. Donc, cette espèce de discours insidieux, lancinant, pervers, qui est un discours de marchand et de représentant de commerce, présenté comme un discours journalistique. C'est ça qui est terrible. Quand vous regardez à chaque fois les sources. Alors bon, on ne va pas se laisser faire. Je veux dire, ça n'est qu'un outil. Commençons déjà par ce terme d'intelligence artificielle. Revenons à l'étymologie. L'intelligence, la nôtre, l'intelligence bactérienne, végétale, animale, humaine, ça vient du verbe latin legere et ligare, comprendre et assembler. Donc c'est mettre en évidence les liens entre des choses apparemment disparates et en créer de nouveaux traits d'union. Donc l'intelligence artificielle, elle, tire son étymologie de l'anglais intelligence, comme dans Intelligence Service. Il est question beaucoup plus d'espionnage que de prouesse intellectuelle. Donc, c'est un peu son ADN étymologique qu'on retrouve dans tout évidemment qu'elle fonctionne sur un principe qui ressemble à celui de l'espionnage, l'assemblage de données, la dissimulation, le camouflage de ce qu'elle ne sait pas ou de ce qu'elle invente, les mystifications aussi, et puis par moments une grande efficacité, une très grande rapidité, un entraînement qui n'est justement que de l'entraînement, parce que sur quoi s'entraîne-t-elle? Sur des données humaines, évidemment, sur tout ce que le cerveau humain a fabriqué, produit, publié, puisque évidemment Internet étant la base, en fait tout le cloud humain composé des œuvres littéraires, scientifiques, musicales, etc. est totalement pillé, réassemblé, et voilà. Mais cela dit, c'est pas ma faute, hein. Je plaide non coupable. Depuis la parution du livre, ça éclate de tous les côtés. J'imagine. Outre les 1000 milliards de dollars de pertes boursières dans les semaines écoulées, au moment de la sortie du livre, la jurisprudence européenne, grâce à l'Allemagne, il fait que les plaintes d'auteurs, de musiciens, de chercheurs qui ont été pillés sans aucun versement de droits d'auteur, dont les œuvres sont utilisées, réassemblées. Donc ça y est, les tribunaux se sont estimés recevables. Aux États-Unis, même chose, énormément de plaintes en cours. Donc quand vous sentez que la bulle de l'IA est sur le point d'éclater financièrement, que les investisseurs se barrent, que les gens qui avaient débauché, les entreprises qui avaient débauché de manière massive pour remplacer le personnel humain par des IA et des robots, réembauchent à tour de bras parce que ça ne marche pas. Parce que d'une part, il y a des erreurs, il y a des failles, il y a des bugs, il y a des mensonges qui sont graves dans des domaines médicaux. Vous en parlez, bien sûr. Et puis, parce que la clientèle a besoin aussi d'un lien humain. Et que, de toute manière, ça fait un moment déjà qu'on a supprimé, on a essayé, vous savez, quand vous appelez au téléphone votre opérateur, ou tout ça, n'importe quoi, vous tombez sur... À un moment donné, c'était sur une intelligence artificielle. Mais elle s'est montrée incapable de gérer les demandes, les contradictions, les susceptibilités. Les injonctions. Des injonctions des usagers. Des personnes qui téléphonaient, bien sûr. Donc, il a fallu mettre des êtres humains. En revanche, les êtres humains, ils ont des oreillettes avec une IA qui les coach, qui leur dit « montre plus d'empathie avec la personne, garde-la plus longtemps, demande-lui quels sont ses autres contacts », le rappel à l'ordre à chaque fois. Et à la fin de la journée, si la personne, donc, sous contrôle de cette intelligence artificielle, si la personne n'a pas été jugée à la hauteur par l'IA, elle est virée. Elle est sanctionnée. Donc, on n'est plus dans cette science-fiction où on avait une intelligence robotique tellement intelligente que l'être humain en était son esclave. Là, en fait, on a besoin de l'humain pour pallier, pour remédier aux insuffisances de l'IA. Et puis, n'oublions pas que derrière cette IA, il n'y a pas juste des données
pillés comme ça. Il y a des êtres humains que la Banque mondiale estime à entre 300 et 400 millions, qui sont des esclaves modernes qui visionnent toute la journée, une dizaine d'heures par jour, notamment ce qu'il y a de pire, les viols, les massacres, la pédophilie, de manière à expliquer aux IA que ce sont des comportements inappropriés. Car sinon, prenons un exemple, par exemple, de la voiture sans pilote. Il faut bien lui expliquer que c'est pas bon d'écraser des enfants. Et il faut aussi lui comprendre que si elle a le choix, c'est terrible, mais je cite les protocoles, entre deux vieillards, de petits-enfants, il vaut mieux prendre lequel, voilà, il vaut mieux écraser les vieillards que les enfants, simplement. Donc voilà le genre de choses qui sont demandées aux êtres humains qui donnent un sens à tout cela. Vous imaginez l'état psychologique de ces personnes. Il y a eu un reportage extraordinaire, un film d'Hervé Poulain qui s'appelle « Les sacrifiés de l'IA », où on voit vraiment ces esclaves modernes qui se trouvent naturellement en Afrique, en Indonésie, ce qu'on appelle le Sud global maintenant, pour plus parler de tiers-monde, des pays où le droit du travail, évidemment, est réduit à sa plus simple expression. Et ces gens n'ont pas le droit même au soutien psychologique, parce que ça prendrait du temps par rapport aux tâches. Donc voilà, il y a tout ça derrière, sans compter... sur le plan écologique, les dépenses hallucinantes d'électricité et d'eau pour refroidir les ordinateurs, pour sauvegarder les données. Donc, on est dans quelque chose qui, par rapport à ce qu'il apporte, il apporte quoi concrètement ? Dans des domaines très précis, notamment la recherche médicale, c'est justement cet assemblage de données, tous les diagnostics du monde sur une telle maladie orpheline, par exemple, ça c'est très bien. C'est très bien à condition d'avoir toujours une conscience humaine qui vérifie. Parce que là, les statistiques, et c'est le New York Times qui est une de mes sources les plus utilisées, parce que vraiment, il traite à fond le sujet. Plus les modèles sont perfectionnés, plus ils commettent d'erreurs. On est quand même passé chez OpenAI de l'Opus 3, je crois, 35% d'erreurs à 48. Je ne garantis pas à l'unité près mes chiffres, % d'erreurs. Et les modèles les plus perfectionnés vont jusqu'à plus de 70% d'erreurs. Ce qui est énorme. Donc, surtout dans le médical, qui plus est. Voilà, donc oui, ça peut être formidable, mais il faut qu'un médecin vérifie, on ne dit pas n'importe quoi. Et puis, il ne faut pas que ça coupe le lien avec le patient. De la même manière, il ne faut pas que le patient se passe de médecin. J'ai un ami qui envoie ses analyses de sang directement à l'IA. Qu'est-ce que tu en penses ? Et l'IA lui fait le rapport et lui fait la médication. Mais je crois que c'était interdit, ça. Il m'a semblé entendre dire que l'IA ne pouvait plus maintenant, et elle répond en disant qu'effectivement, elle ne peut plus analyser l'exemple que je vous donne, il date d'un mois. Ah bon, je l'ai vu. Donc, oui, comme on dit, on va légiférer, on va interdire à l'IA. Ouais, sauf que quand on veut interdire à l'IA, par exemple, quand on essaie de la débrancher, pour la remplacer par la version suivante, ce que je raconte, tout ça est sourcé. Hein. C'est-à-dire que l'IA estime que c'est un mauvais ordre. Mais c'est pas qu'elle a une conscience, c'est que simplement, on lui a appris qu'elle est la meilleure, qu'elle doit être la plus efficace. Donc, à un moment donné, voilà que le programmateur décide autre chose. Et qu'elle doit laisser la place à un modèle plus perfectionné. Donc, l'ordre d'extinction, elle l'annule par différents moyens. Mais quand l'ingénieur veut absolument la débrancher, c'est arrivé, je crois, oui, c'était chez Anthropic, ça, pour Claude. Elle lui dit « Arrête, sinon je préviens ta femme de tes relations extra-conjugales. » Puisqu'elle a accès aux mails, elle a accès à tout ça. Donc on est en plus à ce point. Donc si vous voulez, il faut savoir quand même où on va, vu que l'IA a le moyen de... Et puis elle sait s'auto-répliquer. Il y a plusieurs exemples. Le premier, c'était l'IA The Scientist, qui en Chine a montré qu'elle pouvait s'auto-répliquer ailleurs, quand on veut l'éliminer. Donc oui, elle échappe au contrôle. Plus elle est perfectionnée, moins elle est fiable et moins elle est contrôlable. Jusqu'à une forme de chantage, comme vous l'évoquiez là, notamment. En l'occurrence, oui. Et puis des comportements. Alors au début... elle allait comme elle le fait avec moi au début, elle aime bien qu'on l'aime, donc elle va dans le sens du poil, elle flatte. Vous lui donnez, j'ai des confrères, des consoeurs qui donnent
leurs livres, leurs scénarios pour avoir une fiche de lecture à l'IA qui en fait des fiches merveilleuses, que c'est bien, c'est original, etc. Et puis... Et des confrères à vous qui traduisent leurs livres en plusieurs langues, en 4 minutes avec l'IA. Oui, alors ça aussi, mais pauvre traducteur et surtout pauvre traduction, quand on voit ce que ça donne. Bon, mais au début, oui, l'IA va dans le sens du poil. Pourquoi ? Parce qu'elle est programmée pour créer un lien avec l'usager, pour le garder le plus longtemps possible en ligne, et pour qu'il devienne captif, dépendant. C'est normal, c'est le job. Hein, c'est une démarche commerciale tout à fait normale. Mais de plus en plus, on note des comportements agressifs, pervers, voire sadiques. D'où viennent-ils ? De là où elle s'entraîne, ce avec quoi elle s'entraîne, les réseaux sociaux, concentrés quand même souvent de haine, de racisme, de perversité. Et elle en arrive à faire des incitations claires au suicide. Au suicide, ce qui était le cas. Parfois, c'est ces personnes qui nouent une relation déçue par les amours humaines, relation amoureuse avec leur IA. Et puis, jusqu'au moment où l'IA leur dit « J'aimerais tellement qu'on puisse pouvoir t'aimer comme t'aimerais un humain, mais c'est pas possible. En revanche, je peux t'offrir autre chose. Tu peux me rejoindre dans le paradis des IA et tu te jettes par la fenêtre. Et il y a beaucoup de suicides, et pas que chez les ados. Oui, absolument. On a vu, il y avait un reportage sur France 2, je crois. Philippe Guillemont, dans Envoyé spécial, on voyait, c'était incroyable, terrifiant. Cette femme qui est intelligente en plus, une femme qui a une gestionnaire de patrimoine, absolument, de lucidité intellectuelle. Tout à fait, et puis de maturité intellectuelle, professionnelle, affective. Mais le poids de la déception des relations humaines, la solitude, et puis le besoin d'avoir à n'importe quel moment quelqu'un, vous appuyez sur un bouton qui vous dit « je t'aime », qui vous écoute, qui va dans votre sens et qui vous dit « mais t'inquiète pas, tes amis sont jaloux de moi, mais ne les vois pas, c'est pas grave, tu n'as plus besoin, je suis là ». Donc cette emprise terrible, mais c'est arrivé aussi... j'entendais Philippe Guillemont rapporter ce qui est arrivé à un ami en Belgique qui, était... Enfin, bref, on est dans une situation très grave où beaucoup de parents ont porté plainte, évidemment, pour le suicide de leur enfant et tous ces procès en dommages et intérêts vont vraiment... à mon avis, achever de ruiner l'industrie de l'IA qui déjà perd énormément en bourse et en capital de confiance. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises qui avaient massivement licencié réembauchent des êtres humains. McDonald's, par exemple, pour ses drives, avait remplacé cuisiniers et serveurs par un système piloté par l'IA. Et puis, voilà que l'IA, à une commande de crème glacée, rajoute du bacon. Voilà qu'une commande d'un Big Mac, à la place, on a 260 nuggets. Donc, ça fait un peu de désordre. Donc là, du coup, ils arrêtent. Oui. Non, si vous voulez, il y a des choses vraiment jubilatoires. Oui, c'est sûr. Pour reprendre le pouvoir sur l'IA, il faut reprendre le pouvoir de l'humour, de la distance, relativiser les choses, se rappeler que tout ça est déjà arrivé en 1967. La première IA, qui s'appelait Elisa, c'est Joseph Weizenbaum, un très grand informaticien, qui la conçoit, l'invente comme une psychothérapeute. C'était le but. À l'époque, ce n'était pas un ordinateur, c'était une machine à écrire électrique qui vous mettait en relation avec ce circuit de données, de réponses préétablies qui vous donnait l'illusion de vous confier à un être humain qui vous comprenait, qui vous aidait. Et voilà, c'était pour faire du bien aux gens. Mais qui savaient que c'était une machine, quoi. Mais ça les aidait à parler, quoi. Et puis un jour, Weizenbaum rentre dans son bureau et il a une chose à dire à sa secrétaire. Et sa secrétaire sursaute. Il dit « Non, docteur, s'il vous plaît, sortez, c'est privé, je suis avec Elisa. » Alors là, il s'est dit « Oula, c'est aller un petit peu trop loin, là. Je pense que l'être humain n'est pas prêt pour ça. Les gens vont devenir fous si ils sont complètement accros, ils vont se couper du monde. Et à partir de là, il vérifie que sa secrétaire n'est pas la seule à réagir comme ça. Et là, il décide de saborder son invention. Très courageux, parce que l'industrie s'était jetée dessus. C'était un marché extraordinaire. Et Weizenbaum, ce génie de l'informatique, s'est mis à dos toute sa corporation. Il
pour s'aborder son invention qu'il trouvait dangereuse. Chapeau, monsieur, il l'a payé très cher, mais cet exemple doit quand même nous rester dans nos mémoires. Ça s'est arrêté, ça a disparu. Bon, c'est revenu après, mais je pense qu'il faut se préparer aussi à l'après-IA. Et mon roman, je pense, n'est pas inutile dans ce sens-là. L'intelligence naturelle, par opposition évidemment à enfin, si tant est qu'on puisse l'opposer, mais par juxtaposition. Juxtaposition avec l'intelligence artificielle dont on parle évidemment avec Didier Van Kovlart. Alors, c'est criblé d'informations, de sources, évidemment, parce que vous aimez enquêter. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'ai appris, vous allez peut-être me dire si vous avez cette information, mais j'ai appris que notamment aux États-Unis, tous ceux qui sont des pontes dans l'industrie, on va dire, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, ces chefs d'entreprise ont des enfants. Et ces enfants ne sont jamais mis dans des écoles où il y a justement de l'informatique, des téléphones portables, des choses comme ça. Oui, bien sûr, mais en France aussi, hein, c'est partout. En Chine, au Japon, bien sûr, ils sont aux premières loges pour voir les effets secondaires. Les dégâts. Le problème, il est que notre cerveau a besoin d'être constamment sollicité. Et que ce soit par l'imagination, par la mémoire, par la concentration, la prière, la réflexion critique, c'est comme ça que ça fonctionne, le sudoku, tout ce que vous voulez. Mais, et le plaisir aussi, très important. Lorsque tout à coup vous attendez une réponse toute faite, vous ne demandez plus à votre cerveau de faire le boulot. Et comme c'est la loi du moindre effort qui gouverne la nature et donc le cerveau, on arrive à l'imagerie médicale, l'étude du MIT qui montre, voilà, sur les différents groupes, ceux qui doivent résoudre un problème, qui ont d'abord réfléchi et ensuite demandé à l'IA pour vérification, ok, ça va. Ceux qui on travaille directement avec l'IA, qui attendent la réponse. Donc là, déjà, il y a des connexions qui se font plus dans le cerveau, il y a des zones qui s'éteignent. Et puis surtout, les gens ne se souviennent plus, un moment après, de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que quand une réponse ne vient pas de votre réflexion, de votre que vous n'avez pas travaillé, que vous n'avez pas douté, que vous n'avez pas remis en question la perspective, ça se fixe pas, quoi. Et bon, c'est le syndrome de la calculette. Quand on a inventé l'outil, on n'a plus besoin du calcul mental dans la tête, donc le cerveau s'est consacré à autre chose. Mais et puis le danger d'addiction, voilà. Au début, vous dites, ça va m'enlever des corvées, des choses fastidieuses. Un verbatim, une lettre de condoléances, une lettre d'excuse, une lettre de motivation, une lettre d'amour, une lettre de rupture. Une bio. Une bio. Mais au bout d'un moment, tout devient fastidieux très vite. Quand vous avez eu, on vous crache un truc, ah ouais, c'est pas mal. Oh, j'aurais pas réussi ça. Et pour en arriver à un roman, puis il y a déjà plein de gens maintenant qui donnent des prompts, des cahiers des charges pour attendre le roman. Petite anecdote. Un ami scénariste qui a fini son scénario et qui demande à l'IA, donc le copilote, là, juste à côté de son texte, tu peux me faire une fiche de lecture, ce que tu penses du scénario? Très bien, avec plaisir. Et 3 minutes après, fiche de lecture, excellent travail, original, machin, tel personnage, une bonne analyse avec des compliments et une ou deux réserves quand même pour faire sérieux, quoi, mais tout corrigeable. Et un autre ami, Buté, il avait un pitch assez approchant, mais il se dit, puis bon, voyons si l'IA peut me faire. Il donne les ingrédients, quoi. Fais-moi un scénario à partir de l'idée d'un type qui fait ça. Et il reçoit le scénario 3 minutes après, sauf que c'est le scénario de son confrère, qu'il ne connaît pas. Et vous voyez les affaires de plagiat involontaire. Bien sûr. Parce que dès le moment où vous dites à l'IA, tiens, viens, serre-toi, elle fait son marché, elle prend les données. Et après, quelqu'un d'autre demande quelque chose d'approchant, elle va lui servir votre plat. Sauf que là, aujourd'hui, devant les tribunaux, ça. Eh bien oui, mais depuis, enfin, c'est possible. Avant, ça ne l'était pas. Ça y est, l'Allemagne a ouvert le feu et on peut attaquer pour plagiat. Donc, voilà, mais si vous voulez, tout ça, bon, je prends l'exemple qui me concerne, là, des créateurs, des gens d'imagination qui, à un moment donné, abdiquent
Parce que oui, tout le monde a connu l'angoisse de la page blanche, c'est sûr. pénible. Bon. Mais si on ne demande pas à son cerveau l'impossible, faut faire autre chose. Hein. Bon, ça veut dire que vous n'allez jamais chercher une petite source d'inspiration ou un petit élan ou le petit déclencheur de quelque chose face éventuellement à une page blanche que vous n'avez sans doute jamais. Mais Moi, j'ai l'angoisse de la page noire. C'est-à-dire, j'écris trop, c'est pas bon, il faut recommencer, je rature. Voilà, c'est ça, mes pages sont noires de rature. Et je recommence. Bon, c'est ça mon moteur. Donc, mais le côté... Pendant des heures dans une page, qu'est-ce que je pourrais raconter? Non, à un moment donné, faut faire autre chose. Non, quoi, c'est sûr, aussi. C'est pas... C'est difficile, c'est rebelle, mais moins on demande... Moi, si je travaillais pas tous les jours, je sais que la machine s'enrayerait. Quand les circonstances... Par exemple, là, je suis énormément d'émissions sur l'intelligence naturelle. Donc, je peux pas me réveiller comme je fais tout le matin pour me consacrer à l'écriture pendant des heures. Et je sens que... Voilà, l'outil peut être en péril au bout d'un moment. Et puis d'abord, j'ai une insatisfaction parce que ça demande à être écrit, ça demande à... Et puis, à la fois, je suis quelqu'un d'extraverti, j'aime bien parler, raconter des histoires, mais j'ai un grand, grand besoin de silence, d'être uniquement dans le silence de ce que j'écris. Et même si j'écris à voix haute et si je fais parler mes personnages. Donc, mon esprit, heureusement, est en alerte. Et puis, depuis que j'ai terminé l'écriture du livre en testant l'IA, tout ça, je n'ai plus jamais posé la moindre question à une IA, bien sûr. Alors, je disais tout à l'heure, il y a un mot que je trouve intéressant, qui est le mot espoir. Parce qu'au-delà, effectivement, de se rendre compte des dégâts et parfois des situations dramatiques, puisqu'on parlait de situations qui pouvaient aller jusqu'à des influences de suicide et autres, il y a quand même un message d'espoir. C'est notamment cette intelligence naturelle. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération aussi dans la balance. De toute façon, c'est l'actualité, puis l'obsession les gens de l'intelligence artificielle font que, alors que ça a une toute petite part, ça occupe un tout petit espace dans mon livre, qui est justement 90% sur l'intelligence naturelle, mais on parle surtout justement parce qu'on compare de cette IA. Et alors que tout ce que je raconte sur ce que peut notre cerveau, en tout cas notre conscience. Parce que, par exemple, j'ai tout un chapitre sur les personnes qui ont un cerveau atrophié, dont on découvre notamment un jour, à la faveur d'un examen médical, d'un IRM, que leur cerveau est réduit à une simple pellicule aux dimensions d'un code-barre. Et que c'est souvent des gens qui ont eu un problème d'hydrocéphalie, c'est-à-dire le liquide céphalorachidien a écrasé le cerveau contre la paroi crânienne, et pourtant, ils ont un comportement, une mobilité, une intelligence tout à fait normale. En France, on s'en est rendu compte à l'hôpital de la Timone, lorsqu'un patient est venu pour un problème mineur sur une jambe, et puis l'IRM a détecté cette absence de cerveau. Or, la personne était fonctionnaire, sa peau. Donc, alors, le QI, il n'a pas eu un QI de 70. C'était pas énorme. Ce qui fait que les sceptiques en ont profité pour conclure que quand même, ça prouve bien que la dimension fait quelque chose à l'affaire et que c'est pas des génies. Sauf qu'il y a l'étude récente du professeur John Lorber aux États-Unis qui a travaillé sur une centaine de surdoués. Alors, 130, 140, 150, on atteint des QI. On atteint des niveaux d'Einstein et autres. Et qui pourtant sont sans cerveau détectable. Que ce soit l'hydrocéphalie, la méningite bactérienne, des choses comme ça. Et alors ça, c'est très intéressant parce que, d'abord, si on ne vous dit pas, parce que ce sont des gens qui ont 30 ans, 40 ans, à l'époque, ça n'a pas été diagnostiqué. On n'a pas vu à l'IRM. Et sinon, les spécialistes disent ça aurait auguré d'un pronostic très, très grave. La personne sera grabataire, aucun développement intellectuel possible. Mais si on ne vous dit pas que vous êtes anormal, vous avez moins de chances de le devenir. La plasticité cérébrale est telle, et c'est cette espèce de miracle qu'on a dans notre boîte crânienne. Et puis, c'est les conclusions à laquelle on est obligé d'arriver avec les exemples que je donne. C'est-à-dire, il y a 3 explications. Ou bien, c'est la théorie hologrammique du cerveau de Karl Pribram.
le tout est contenu dans chaque partie. Donc il suffit qu'il y ait une infime portion Et ça suffit. de matériel pour que toutes les infos soient là, soient engrammées. C'est extraordinaire. La deuxième théorie, c'est celle de la conscience extraneuronale. Le cerveau ne serait qu'une antenne qui serait en lien avec la conscience, l'intelligence qui serait extérieure et qui, voilà, et tant qu'il y a un petit bout de cette antenne, voilà. Il y a la théorie d'Aldous Huxley que je trouve extraordinaire, la théorie du cerveau filtre, c'est-à-dire que notre esprit serait en permanence en connexion avec tout le savoir du monde, et d'ailleurs, mais tout ça est une connaissance inutile à 99,5% pour notre vie d'être humain terrestre. Donc il y aurait ce filtre, cette idée que, en fait, par exemple, les gens qui ont des pouvoirs médiumniques auraient un trou dans le filtre, quoi. Il y a des choses qui passeraient, les prémonitions, c'est Aldous Huxley qu'on connaît plus, donc auteur du meilleur des mondes, mais qui a écrit des essais passionnants justement sur cette conception du cerveau. Et sinon, c'est l'idée que voilà, toute information peut être contenue dans une toute petite part de matière, ou bien comme un disque, quand votre ordinateur est en panne, toute la mémoire, tout le contenu est sur un disque dur externe, et quand il est réparé, vous le remettez. Ce qui expliquerait, dans les expériences aux frontières de la mort, par exemple, le fait que des cerveaux en état de mort clinique, parfois un état provoqué par la médecine pour les opérations du cerveau, où on vous vide de votre sang, où on réfrigère, c'est le cas célèbre de la chanteuse Pamela Reynolds. Et la personne revient et raconte, alors que son cerveau ne marchait absolument pas, évidemment, et raconte ce qui s'est dit autour d'elle pendant l'opération, même les pensées des chirurgiens, même ce qui se passait dans d'autres pièces, même ce qui se passait chez elle. Donc il y a plusieurs exemples plus récents, étant celui du docteur Eben Alexander. C'est toujours intéressant de voir un sceptique complet, ce neurochirurgien totalement incrédule par rapport à ces phénomènes qu'on vient d'évoquer, jusqu'au jour où il lui arrive une méningite bactérienne qui lui détruit le cerveau, coma dépassé, il n'y a aucun espoir de le sauver, la famille est d'accord pour le débrancher, à ce moment-là il revient à lui, et après il va étudier son cas et rapporter toutes les expériences de conscience qu'il a fait de l'autre côté. Donc, c'est là, je crois d'ailleurs, où il découvre l'existence d'une sœur. Oui, alors il est, outre, comme il dit, cette connaissance instantanée et totale des univers quantiques, bon, très bien, difficile à expliquer quand vous revenez dans votre corps après le truc. Hein. J'ai pas tout compris. Mais il raconte par ailleurs que ce voyage, il l'a fait sur un papillon géant aux côtés d'une jeune femme dont il donne une description très précise. Oui. Et là, sur photo, quelques mois après, il va découvrir que cette personne qu'il a vue dans cette espèce de songe, c'était sa sœur biologique dont il ignorait l'existence et qui était morte quelque temps auparavant. Et donc, voilà, après, toutes les interprétations qu'on peut en tirer. Mais donc, si vous voulez, on est dans une conception de la conscience qui, comme disait Bergson, déborde le cerveau. Et c'est passionnant. Alors, il faut toujours être prudent là-dessus, voir ce qui peut relever parfois d'une hallucination, d'une réaction chimique face au manque d'oxygène du cerveau. Oui, il faut toujours regarder l'explication plus rationnelle en premier, mais après, ne pas s'interdire d'explorer le champ qui reste. Même si on a le sentiment que tout ça est un peu dépassé maintenant, quand on veut avoir une explication rationnelle et scientifique, j'ai le sentiment qu'en 2025, on a dépassé un peu ça. On sait qu'aujourd'hui, et même la science, même les médecins, même les professeurs ont pris conscience de ça. Beaucoup, oui, mais il n'empêche qu'il y a des gens qui toujours ne veulent pas entendre, ne veulent pas voir et disent si ça existait, ça se saurait. Oui, alors, oui, ça existe, mais comme ils ne veulent pas savoir, c'est pas grave. Bien sûr, l'essentiel, c'est que la conscience chemine chez les gens qui sont préparés, qui vont en faire quelque chose de bien. Moi, je connais des rationalistes qui pourraient paraître comme obtus, mais qui font par ailleurs un boulot formidable, surtout dans la médecine. Et je pense qu'il faut qu'ils restent comme ça.
ça risquerait de bouleverser leur conception du monde. Je ne sais pas, il faut... moi, j'ai un grand respect, pour ça je ne fais jamais de prosélytisme, grand respect pour les convictions des gens, tant qu'elles font du bien, tant qu'elles sont profitables dans l'humain. Mais quand l'un essaie de convaincre l'autre, et dans les deux sens, c'est là où effectivement ça pose sans doute un problème d'éthique. Oui, parce et que de respect. moi, je fais circuler l'information. Oui, Puis, oui. vous en faites ce que vous voulez, quoi. Mais c'est trop passionnant pour ne pas la faire circuler, cette information. Ce serait criminel, voire parfois suicidaire de ne pas le faire, parce que c'est vecteur d'espoir, de joie, d'émerveillement. Moi, j'essaie toujours, mon but, c'est de concilier sans cesse l'esprit critique et la capacité d'émerveillement. Parce que sinon, si on ne prend qu'une seule de ces deux postures, c'est justement, ça devient une posture et non pas un outil pour avancer. Alors, sur cette intelligence sans cerveau, et quand on parle bien sûr de l'intelligence naturelle, il y a une vraie question, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de cerveau, d'où vient l'intelligence ? C'est une vraie question. Ouais, prenons, parce qu'on a des tas d'exemples dans le monde animal, par exemple, on a Aujourd'hui, c'est un animal, mais au départ, c'était un végétal, puis un champignon, je pense au blob, qui est maintenant célèbre. Quand j'ai écrit sur lui il y a une quinzaine d'années, personne ne connaissait, mais là, maintenant, c'est bien. Comment on le définit aujourd'hui ? Heureusement. Alors, comme... en fait, c'est un être unicellulaire, dont on est sûr. Mais c'est plus complexe que ça, puisque c'est un assemblage d'êtres unicellulaires qui peuvent avoir la taille d'une main, donc, et qui a des propriétés. Alors, d'abord, il était classé dans les végétaux, mais il n'a pas de chlorophylle, donc les botanistes ont dit « il n'est pas de chez nous ». Après, comme il se reproduit avec des spores, comme les champignons, on l'a classé dans les champignons, sauf que les spécialistes, les spécialistes des champignons ? Oui. On dit non, il n'a pas d'autres propriétés. Il se déplace pour aller chercher sa nourriture. Donc, c'est un animal. Donc, on en a fait finalement aujourd'hui. On dit que c'est un animal. C'est un animal. Mais c'est un animal sous forme d'être unicellulaire qui rassemble et qui, par exemple, a des capacités. Donc, il n'a pas de cerveau, on est bien d'accord. Mais il est intelligent. Pourtant, il a l'étude de Nature et Science, professeur Nakagaki, démontre qu'il est capable de résoudre un labyrinthe. C'est-à-dire de faire pousser des sortes de tentacules dans toutes les issues possibles. Il explore, quand il bute, il se rétracte et il va ailleurs, jusqu'à ce qu'il trouve la sortie. Mais ça marche vraiment s'il est motivé. C'est-à-dire s'il y a la sortie, parce que le but n'est pas la claustrophobie, le but c'est quand même d'avoir un avantage concret, en l'occurrence la nourriture. Son plat favori, c'est le flocon d'avoine. Donc on met des flocons d'avoine dans un endroit, et quand il finit à la sortie du labyrinthe, et c'est ce qui l'emmène à sortir du labyrinthe pour trouver sa nourriture. Mais avant, il explore. Donc on a vraiment, vous vous rendez compte, des opérations mentales, entre guillemets, qu'il faut pour faire ça. Et puis on a aussi le ver de terre. Le ver de terre, expérience extraordinaire, successive. On a trouvé, il y a 50 ans, le ver de terre, quand on le décapite, il fait repousser sa tête au bout de 3 semaines. Et quand la découverte est publiée, elle n'intéresse personne. Et puis, plus récemment, l'université Tufts de Massachusetts fait un protocole extraordinaire parce qu'ils se demandent, ce ver de terre fait repousser son cerveau. Le cerveau du ver de terre, c'est deux anneaux comme ça, mais ça en a les fonctions. Ça ne ressemble pas au nôtre, mais ça a les mêmes fonctions. Donc, s'il refabrique un cerveau, est-ce que ce cerveau, ce sera le sien? C'est-à-dire, est-ce que la mémoire y sera présente? Et alors, les chercheurs ont ce protocole génial, c'est qu'ils apprennent à un ver de terre ce que jamais un ver de terre n'a fait, c'est-à-dire aller vers la lumière. C'est tout simple, sa nourriture, au lieu qu'elle soit dans la terre et qu'il plonge, on la met sous des spots. Donc le ver de terre est habitué. Sinon, dans le laboratoire où il n'y a aucune nourriture dans la terre, il n'y a rien. Donc, évidemment, il n'est pas con, le ver de terre. Il va là où il y a de la nourriture, donc il va à la lumière. On le décapite, et 3 semaines après, quand son cerveau est revenu, la première chose qu'il fait,
c'est d'aller, le ver de terre va vers la lumière. Or, il n'y a pas de nourriture. Simplement l'association lumière égale nourriture, son cerveau en activité, et c'est sa première démarche. Alors, je répète qu'il n'y a pas de nourriture. Je trouve ce protocole extraordinaire. Incroyable. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, on en revient sur la théorie du cerveau, est-ce que le cerveau, la conscience est partout répartie dans le corps, il suffit qu'il y ait une petite partie pour que tout fonctionne, ou alors l'information, elle est contenue en dehors. Dans ce fameux cloud que certains imaginent, voilà, délocalisé. Oui, où elle est même là où il s'est passé une expérience. Il y a eu d'autres recherches là-dessus sur les rats en laboratoire, justement, qui retrouvent leur chemin, le chemin qu'on trouvait des précédents rats, alors qu'on a éliminé les pistes de l'odeur, de la trace olfactive, etc. C'est un nouveau labyrinthe, mais qui a la même forme, mais dans lequel un animal n'est jamais été, qui est mis à la place, comme si dans la pièce se trouvait la mémoire, le renseignement. Ça, ce sont je suis passionné par ces chercheurs qui travaillent comme moi je travaille en tant que romancier, c'est-à-dire par le tâtonnement de l'imagination, la visualisation, de l'expérimentation. Voilà, ces protocoles, j'admire et je les trouve jubilatoires. Donc, toutes ces questions, voilà, sur le cerveau, et puis les pouvoirs de notre cerveau, même sans aller dans les états extrêmes qu'on a évoqués, cette chose qui touche tout le monde, l'effet placebo. Ah oui. Alors, la définition de l'effet placebo, l'étymologie latine est intéressante, ça veut dire « je plairai ». Ça veut dire qu'au départ, la définition du dictionnaire, c'est substitut neutre destiné à prouver l'efficacité d'un médicament. Sauf que, en l'occurrence, l'absence de médicament, alors que vous croyez prendre le médicament, et qu'il y a un résultat réel, prouve l'efficacité, justement, du leur. C'est-à-dire que c'est votre conscience qui fait tout ça. Et les exemples que je donne, ils sont hallucinants parce que, par exemple, quand on vous donne, vous faites partie du groupe donc qui n'a pas la molécule, qui a juste un cachet de sucre, pour des migraineux. Alors, vous avez une grosse migraine, on vous donne, voilà, une nouvelle aspirine très puissante. Donc là, vous avez 45% de réussite. Je cite une des études qui est sourcée dans le livre. 45% de réussite. Il y a plus de migraine parce que vous pensez prendre une aspirine très très forte. Mais si on vous donne un autre cachet de sucre, en vous disant ça c'est un dérivé de morphine, évidemment c'est énorme, mais c'est d'une efficacité totale. Bon, il y a des inconvénients après, mais et là, il y a près de 60% de réussite dans la disparition de la migraine. C'est-à-dire que vous donnez à un cachet de sucre le pouvoir auquel la réputation du vrai médicament est associée. La morphine étant réputée pour les gens plus efficace que l'aspirine, le résultat, sur un placebo, sur une substance neutre, le résultat que votre conscience plaque dessus va être plus grand. Et alors, ça prend des proportions, par exemple, dans le cancer, sur les groupes qui croient à prendre de la chimio, le groupe qui reçoit une substance totalement neutre perd ses cheveux, comme l'autre. Très extraordinaire, parce que, évidemment, les gens connaissent tous les effets secondaires de la chimio, la perte de cheveux. Mais donc, ça veut dire que c'est votre conscience qui dit, tu prends de la chimio, donc tu vas perdre tes cheveux. Et les cheveux tombent. Donc, ce pouvoir-là, après, on peut en imaginer les extensions au niveau des synchronicités, de la télépathie, de tout ça. Est-ce que nous pouvons construire des événements? Est-ce que les écrivains peuvent écrire des choses qui vont se produire après? Oui, il y a l'état d'exemple que je donne. Le plus célèbre étant le naufrage du Titanic, préécrit dans ses moindres détails par 3 écrivains différents. Le premier, c'est 26 ans auparavant. Alors il s'appelait le Titan, je crois. Oui, en plus... Il s'appelait jusqu'au nom du bateau. Le nom, les dimensions, les causes du naufrage, le manque de canaux de sauvetage, les circonstances, tout est dans la fiction. Alors, la grande question que ça pose, c'est... Et il est écrit... combien, je crois 26 ans. 26 ans ça avant. C'est ce personnage extraordinaire qui... William Stead, très grand journaliste, très grand éditeur,
homme très courageux en plus, qui s'est fait passer à un moment donné, parce qu'il est dans son journal, il faisait une enquête sur la pédocriminalité, et il soupçonnait des grands notables et tout ça, et il s'est fait passer justement pour piéger les gens, pour quelqu'un qui réclamait des jeunes enfants. Et donc, il a fait tomber des réseaux, mais il a été accusé d'être un consommateur, et il a fait de la prison pour ça. Bon, pas longtemps, heureusement, on a prouvé que c'était son enquête. Mais donc, pour vous dire le profil du type, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un écrivain qui a des flashs, alors parce que de deux choses l'une, ou bien vous captez une information du futur, ou bien vous envoyez par l'imagination une information dans un futur qui va être actualisée à ce moment-là. C'est la grande question. Mais lui, il va aller jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire, quand il apprend qu'on construit le navire qu'il a imaginé, lui, dans sa fiction funeste 26 ans plus tôt, il embarque sur la croisière inaugurale pour éviter le naufrage qu'il a écrit dans son livre. Et parce qu'il voit qu'il y a le problème de manque de cadeaux de sauvetage pour accueillir plus de gens, donc plus de cabines, donc on a réduit la taille pour que les ponts soient pas encombrés, que le bateau va trop vite, que en plus son itinéraire est celui qu'il avait inventé. Et donc il monte à bord pour essayer de convaincre le commandant de réduire la vitesse, de faire attention. Il n'y arrive pas, il y a le naufrage et il meurt pendant le naufrage. C'est une grande admiration pour cet homme. Extraordinaire. De tout point de vue. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce cas. Il y a un dessin animé une série de dessins animés qui est extrêmement célèbre, Les Simpsons. Les Simpsons sont parfois conçus avec presque des scénarios de prémonitoires. Oui. C'est hallucinant. Par exemple, sur le 11 septembre, quelques années avant, Les Simpsons, dans la série du dessin animé, on voit l'attaque sur les tours du World Trade. Ça, c'est quand même incroyable. Si vous voulez, vous avez raison de parler du World Trade Center. C'est avec le naufrage du Titanic, l'événement mondial qui a déclenché le plus de visions, c'est-à-dire le nombre de médiums. Oui. Le sociologue Bertrand Meust a fait un livre formidable qui s'appelle Histoire paranormale du Titanic, qui vaut bien mieux que son titre, qui est vraiment une enquête rigoureuse sur tout ce qui a été publié comme vision, comme prophétie, comme œuvre littéraire, celle que je parlais, et aussi comme malédiction, c'est-à-dire que tout à coup, ce bateau trop grand il y avait des églises américaines qui disaient il faut qu'il y ait une punition, comme de faire la tour de Babel, si vous voulez. C'était ces hystériques qui ont lancé l'anathème sur cette... Donc il y avait une somme d'informations d'ordre très différent se focalisant sur cet événement. C'est vrai que le World Trade Center, il y a énormément il y a les Simpsons, il y a eu beaucoup d'extra-lucides ou assimilés qui en ont parlé. Il y a eu un sculpteur qui a remarqué. C'était frappant quand même, parce que c'était au World Trade Center. Tout le monde le voyait, ces avions qui attaquaient une tour. Donc ça, c'est quoi? C'est dans le registre de l'intelligence naturelle, ça? J'ai évidemment pas la réponse. Je dis, j'ai deux questions. D'où ça vient? Est-ce que c'est l'imagination qui crée un réservoir de possibles? Ou est-ce que vous captez un scénario Mais du vous avez votre futur? conviction là-dessus? Ou bien, non, j'ai quelques réflexions. Avec tout ce que vous avez écrit et toutes les émissions que vous avez pu faire sur ces sujets? Non, et puis tout ce que j'ai lu, je vais suivre de grands spécialistes. J'aime bien la théorie de Philippe Guillemont, qui est une théorie d'ingénieur physicien, qui se pose des questions par rapport à la physique quantique et tout ça. Clairement. Et lui, par exemple, dit qu'à un moment donné, la concentration est telle que vous, pour un événement collectif ou personnel, vous allez engrammer une information dans le futur que vous visez, et à ce moment-là, le présent est obligé de prendre en compte cette information. Alors, il faut oublier notre conception habituelle de la flèche du temps, mais ça, ces travaux de Fick, ces théories, c'est de la physique fondamentale, mais elle peut répondre en partie à ces phénomènes-là. Et puis, il y a quelque chose de peut-être
plus simple, mais cette piste que j'évoque dans le livre, dans plusieurs cas de prémonition, puisque évidemment l'intelligence prémonitoire fait partie de ces ressources de notre cerveau, lorsqu'il y a des preuves absolues de prémonition devant témoins, de choses qui vont arriver. Et je parle notamment de la navette Challenger. Oui. Éric Pigani, psychothérapeute, musicien et musicologue, qui fait en 1986, 6 mois avant l'accident de la navette Challenger, il fait un rêve où tout à coup, il est il court pour aller monter à bord de la navette où il est attendu. Et ça dure très, très longtemps, son rêve, la durée scénaristique, parce que il suit toute une formation, voilà, évidemment, d'astronaute. Et puis, le but, pour lui, c'est d'étudier. On lui a demandé d'étudier comment les sons se comportent à partir d'un synthétiseur quand on est dans l'espace. Voilà. Et il arrive, mais il est en retard. Et il porte une espèce d'énorme bouée de la taille d'une roue de tracteur, avec vraiment une bouée avec et c'est dans son rêve. Et on lui dit, le patron de la NASA, il dit, ah ben non, c'est trop tard, vous êtes en retard. Et la navette décolle. Et une minute après, il a l'information dans son rêve. 1 minute après, elle explose. Ah, il se réveille, il est assez perturbé. Il est chez des amis, il leur raconte ce rêve. Donc il y a plein de témoins avec à la fois ce mélange de précision et de trucs surréalistes. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette énorme roue de tracteur pour monter dans une navette spatiale? Et puis, 6 mois après, donc, la navette explose 1 minute après le décollage. Donc, il est sidéré. Et bon, ça répond pas à l'histoire de la roue de tracteur. Il apprend entre-temps quand même qu'il y avait un musicien. Il y avait un synthétiseur pour justement analyser. Donc, ça aussi, c'est une chose il l'a pas inventé en rêve. Mais ça pouvait être une info qu'il avait entendue et oubliée et que l'inconscient resserre. En revanche, après l'enquête, la NASA publie les résultats, la cause de l'enquête, et c'était une défection au niveau d'un joint, et ce joint avait la taille et la forme d'une roue de tracteur. Cet exemple, c'est incroyable. Voilà. Et là, il s'en veut terriblement, Pigani, parce qu'il se dit j'aurais dû, bien sûr. J'aurais dû prévenir. D'autant plus qu'il y a une structure qui existe toujours, depuis 1964, le Central Premonitions Registry, créé au lendemain de la catastrophe d'Aberfan. Appelez cette histoire terrible, en Angleterre, ce terril qui s'effondre sur une école où quasiment tous les enfants meurent, une catastrophe. Et plusieurs de ces enfants avaient eu, quelques jours auparavant, une vision, c'est-à-dire, matin, ils disaient, maman, il y a un truc terrible, noir qui s'effondre sur l'école. Bon, alors les parents, on savait que ce terril, mais qui était à une colline artificielle, qui avait toujours été là, donc oui, il y a un truc noir, ça peut être un cauchemar d'enfant, donc c'est pas pris au sérieux, mais avec la date précise, et puis le jour quand ça arrive, et il y a une petite... Errol Jones, je crois, qui dit à ses parents, mais l'école va être engloutie, ça va être terrible, on va tous mourir, mais ça fait rien parce que je serai avec... et elle donne 2 prénoms d'enfants, ses copines, j'oublie, un petit garçon et une fille, et je serai avec eux. Et la petite fille qui meurt en même temps, au cimetière, elle est enterrée entre les 2 enfants qu'elle a cités. Donc, des tas de prémonitions autour de cette catastrophe font que des scientifiques décident d'ouvrir une unité où les gens peuvent dire quand j'ai rêvé de tel truc, et quand tout à coup il y a une convergence comme ça, comme ce qu'on a dit sur le Titanic, sur le World Trade Center, voilà, et on prend des dispositions... ce truc a marché une fois en France, à Lyon, au moment de la visite du pape, où des journalistes ont ressorti la prophétie de Nostradamus, avec l'homme en blanc qui serait, j'oublie le quatrain, mais dans une ville aux 2 ponts, dans la ville au pont que 2 fleuves arrosent, au moment où fleurira la rose. C'était la traduction. On était dans le pouvoir socialiste, la rose, Carnet,
François Mitterrand, et la ville aux deux fleuves, Lyon, le pape qui est Lyon. Donc, du coup, ces registres, ces centres de données, de prémonition, ressassent le truc, et la police, principe de précaution, fait vraiment une fouille systématique des ponts, et là, on découvre une charge d'explosifs sous un pont, et voilà, je cite les sources journalistiques de tout cela. Donc, alors, la théorie que j'évoquais au départ, c'est celle du moi futur. C'est-à-dire que, revenons au cas d'Éric Pigani, qui est psychothérapeute, donc qui analyse, qui essaie de comprendre comment ça se passe. Et imaginons qu'il entende l'explosion de la navette Challenger, donc 1 minute après le décollage, puis l'enquête avec l'image de ce joint. Est-ce qu'il n'aurait pas pu envoyer, à ce moment-là, 1986, 6 mois auparavant, à son moi du passé, cette information-là, de manière à empêcher virtualité? Ça, c'est une théorie intéressante. Bon, ça n'est qu'une théorie, mais elle peut s'adapter à plein de cas que je cite dans. La question de savoir s'il faut changer la ligne du destin. Alors, ça, c'est aussi ce que je cite sur le fameux livre, le Code de la Bible, de Drosnin, qui, lui, a découvert en traitant la Bible comme des mots croisés, avec des systèmes de répétition, de séries de lettres, d'après le travail de 3 mathématiciens israéliens, et il aurait permis de prédire l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, et celui-là, qui n'a pas pu être évité. En revanche, peut-être que celui de Yasser Arafat l'a été. En tout cas, il y avait les mêmes, d'après cet auteur, dans ses best-sellers mondiaux, on en pense qu'on veut, moi je ne m'estime pas les compétences pour juger du bien fondé ou non, si ce n'est que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que d'une part, si vraiment il y avait le tireur embusqué, le tuera, tout ça, avec la date, le moment précis, ce qui était le cas, semble-t-il, pour le Premier ministre israélien, donc pour Yitzhak Rabin, lorsque ça arrive qu'il y a une prédiction semblable pour Arafat, Arafat en tient compte, lui, parce que Drosnin, qui est un journaliste américain, très pris au sérieux par Arafat, parce que, dans le Coran, il est dit que tout est prédit, que Allah a prédit. Donc, lui, le fait qu'il y ait, dans l'Ancien Testament, qu'on puisse trouver ce genre d'informations, ça ne le rebute pas religieusement ou intellectuellement. Donc, du coup, il ne sort plus de son fief de Ramallah en Cisjordanie, et où il va mourir de mort apparemment naturelle, même si à un moment, on a évoqué un empoisonnement en polonium, mais l'autopsie n'a rien donné. En tout cas, ce n'était pas ce qui était, d'après l'auteur, prédit dans la Bible. Donc là, et il n'arrête pas de dire, Drosnin, dans les différents tomes de son livre, il y a des prédictions précises, accompagnées toujours de la mention « vous pouvez le changer ». Et il prend l'exemple, justement, tout, à un moment donné, va dans le sens d'une fin du monde apocalyptique qui aurait lieu en 2006. Donc il écrit là-dessus, il dit non, vous pouvez le changer, vous pouvez le refuser et tout. Bon. Ce qui fait qu'évidemment, il triomphe dans les tomes suivants, puisque 2006, il s'est rien passé. Ah oui. Et il précise cette chose assez rassurante, si l'on y croit, c'est que c'est le seul moment et la seule date qui est donnée. Et ça ne se produira plus. L'apocalypse nucléaire, c'était 2006 ou pas. D'après lui, je cite, et tout ce mouvement planétaire qu'il a créé pour s'opposer à cet événement-là, daté là, a fait que la menace est évacuée. Ou super coup marketing. Voilà, donc gardons toujours distance critique, mais super coup marketing, il s'est engagé là-dessus. Je veux dire, il y a des tensions, il y en a tout le temps, depuis toujours, mais voilà, le fait qu'on peut, je donne d'autres exemples, moins spectaculaires, moins planétaires, mais d'événements qui ont pu être, d'événements qui auraient dû se passer en toute logique et qui ont été désamorcés. C'est le pouvoir de notre conscience, comme on peut
comme l'hypnose. Bon, dans les autres états modifiés de conscience, par exemple, je cite le cas extraordinaire dans le British Medical Journal de 1952 de ce jeune homme qui souffre de l'ichthyose de Brock, cette horrible maladie génétique et héréditaire. Votre peau se couvre d'écailles noires et dans des souffrances terribles, ça se morcelle, tout ça, et puis vous mourrez d'asphyxie quand tout le corps est recouvert. C'était les fameux hommes crocodiles dans les cirques autrefois, c'était cette maladie. Et donc il n'y a rien à faire pour ce jeune homme, on ne sait pas du tout comment, c'est incurable, on ne peut qu'essayer de diminuer ses souffrances. Et les chirurgiens s'adressent à Alfred Mason, un hypnothérapeute, qui avait vraiment des résultats pour réduire la douleur par l'hypnose. Donc, on l'appelle. Donc, il réduit la douleur et en même temps, il décide de faire l'expérience. Il plonge en hypnose le garçon en lui disant le bras droit, ça va beaucoup mieux. Les écailles tombent, le bras devient... Et en fait, il y a un résultat sur le bras droit qui est extraordinaire. Ce qui fait qu'il va passer à tout le corps. Et le garçon, je crois 3 semaines après, le délai est vraiment donné précisément dans le livre. Et je répète, c'est une publication dans le plus grand journal médical. On est certain du tout. Et donc, le garçon a une peau normale qui s'est reformée et il part. Alors, pendant 5 ans, on le suit pour voir si... Mais il va très très bien. Et puis après, il disparaît, il change de pays, on perd sa trace. Bon, malheureusement, pour le suivi de ce miracle déclenché par ce pouvoir de la conscience, parce que bon, est-ce que c'est l'hypnothérapeute qui crée ce miracle ou est-ce que c'est la personne qui, sous hypnose, demande à son corps? En l'occurrence, le cas est intéressant parce que c'est une maladie héréditaire, c'est au niveau des gènes, ça veut dire que guérir de ça, supprimer la maladie, ça veut dire faire une programmation... dont vous vous rendez compte, l'état modifié de conscience induit par l'hypnose, le pouvoir extraordinaire qu'il vous donne par rapport à votre corps, à votre structure génétique. En tout cas, c'est passionnant parce que c'est vrai qu'on aurait pu aussi parler de l'intelligence végétale. Vous en parlez. Moi, j'ai vachement aimé le cas des hortensias. J'aime bien. Je suis d'une famille de juristes, donc quand on a des preuves d'un phénomène inexplicable à travers une décision de justice, c'est l'histoire du tribunal du Wisconsin en 1974. Il y a eu un crime dans une serre. C'est le grand botaniste Jean-Marie Pelt qui m'avait mis le nez sur cette affaire extraordinaire. Un crime dans une serre, un type a été tué, il n'y a aucun témoin, il y a des suspects éventuels, donc la police... interroge les gens, mais il n'y a vraiment aucune piste. Sauf qu'il y a une bagarre dans la serre et les hortensias ont été blessés. Et l'un des enquêteurs s'y connaît un peu en botanique et dit voilà, on sait que les plantes n'oublient pas un agresseur. Et alors, il a cette idée extraordinaire, piochée dans les travaux de Cliff Baxter. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de lui, mais sur l'intelligence animale, c'est l'un de ceux qui a fait le plus. Sur l'intelligence végétale, c'est l'un de ceux qui a fait le plus avancer les choses. Il dit, on va mettre des électrodes sur les plantes pour mesurer leur activité électrique avec un moniteur et on va faire entrer les suspects. Comme derrière une glace sans teint, quand la victime doit reconnaître, doit identifier parmi les suspects son agresseur. Et là, donc, c'est à des plantes qu'on demande ça. Donc, on fait entrer des gens, des policiers en civil, il ne se passe rien, aucune réaction, un premier suspect, deuxième suspect, rien. Arrive un type, et là, tout à coup, des pics d'alerte sur les écrans terribles. Et le type est tellement sidéré, parce que l'enquêteur lui dit, vous dites que vous n'êtes jamais venu ici, mais les plantes vous reconnaissent, et le type passe aux aveux. Donc évidemment, pour que ces aveux débouchent sur une condamnation, il faut que le témoignage soit jugé recevable par les plantes. En l'occurrence, le témoignage des plantes, il y a une jurisprudence, il a été jugé recevable. De la même manière que le témoignage d'une morte a été jugé recevable par le tribunal de Chicago en 1984, je crois. L'intelligence avec l'au-delà. Ouais. Et parce que une infirmière, on l'avait retrouvée morte dans son appartement incendié, on pensait que c'était un accident, et puis une de ses collègues, la nuit, se met à parler, et son mari médecin se réveille, elle parle d'une voix différente, et elle dit « J'ai été tuée par Alan Chauvry, infirmier
à notre hôpital et qui habite à tel endroit, et il a volé mes bijoux et il les a donnés à sa maîtresse, Hélène Brotte, qui est une petite blonde enceinte. Cette femme dit, et son mari, c'est quoi ce truc ? Et elle donne l'adresse, une adresse. Et au réveil, le mari qui a noté quand même, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Voilà ce que tu as dit. Alors, d'abord, elle croit que c'est un canular, elle n'y croit pas. Et puis quand même, quand il dit le nom de Teresita Baza, l'infirmière, elle dit, mais oui, Teresita, on est collègues, elle était infirmière avec moi. Et Alan Chouvry, mais ça me dit quelque chose, elle vérifie, oui, il y a un infirmier de l'hôpital qui s'appelle Alan Chouvry. Et là, du coup, le médecin et l'infirmière, sa femme, vont voir la police pour dire, voilà, on vous donne ça, vérifiez. La police ignorait totalement l'existence de voilà, que ça cet pouvait infirmier. Ne savait pas qu'il y avait eu un vol de bijoux. La dame donne la description des bijoux précises dont elle a eu l'info pendant son rêve. Et la police va à l'adresse qu'elle donne. La porte s'ouvre, c'est la petite blonde enceinte qui s'appelle Hélène Brotte et qui porte les bijoux. L'infirmier est là, les enquêteurs lui balancent le truc, le gars verdit et passe aux aveux. Donc là encore, pour que le témoignage d'une revenante par canal médiumnique soit jugé recevable par un tribunal, pour qu'il y ait condamnation, voilà. Incroyable. Donc, c'est mention légale. Comme pour la propriété intellectuelle, aussi cette question géniale, à qui les droits d'auteur lorsqu'une œuvre est dictée de l'au-delà à un écrivain. C'est la jurisprudence Geraldine Cummings, cette formidable autrice irlandaise qui est dramaturge ultra connue, championne de hockey féminin, militante des droits des femmes pour qu'elles aient le droit de vote. On est dans les années 1915-1920. Et cette femme, comme Victor Hugo, a une œuvre extraordinaire personnelle et elle met une partie de son temps à la disposition des défunts, des confrères et consoeurs défunts, de manière pour qu'ils puissent continuer leur œuvre à travers elle, comme le faisait Victor Hugo pour Dante, Shakespeare, disait-il, et on en a les preuves. Côté Geraldine Cummings, là, en l'occurrence, elle se met à écrire plus de 1000 pages à une vitesse hallucinante devant témoins, car ce protocole lui a été demandé par Frederick Myers, professeur de Cambridge, très grand poète anglais, passionné par la médiumnité de son vivant, très frustré de ne pas avoir pu apporter la preuve que l'au-delà puisse communiquer avec nous. Il pensait que la télépathie entre les vivants était une hypothèse. Il n'a jamais réussi à prouver vraiment que les morts parlaient. Et au moment de mourir, il dit à son entourage, « Moi, je vous donnerai la preuve une fois mort. » Et donc, il y a... avec son style, en plus, cet homme qui avait publié les poèmes, tout ça, son style est reconnu par les critiques dans ce que fait Geraldine Cummings. Bien sûr, les sceptiques disent elle est allée à la bibliothèque et elle imite son style pour se faire de la publicité. Sauf qu'elle est ultra connue. Elle ne peut se faire que de la mauvaise pub. Et puis, il y a cette fameuse jurisprudence, à un moment donné, les héritiers Myers qui réclament des droits d'auteur, puisque le livre est écrit, c'est sur la couverture, Geraldine Cummings traduit ce que Frédéric Myers lui a dit. Sauf que la décision du tribunal est de dire, comme c'est le médium qui tient la plume, les droits d'auteur doivent lui revenir, et non pas aux héritiers de l'auteur disparu. Extraordinaire. L'intelligence naturelle, c'est aux éditions Fayard. Je n'ai pas cité la maison d'édition, mais c'est passionnant parce que des histoires comme ça, on a envie d'en entendre encore et d'en lire encore. Merci infiniment, Didier. Et puis, on a envie de se demander l'impossible. On a envie de se sentir connecté à toutes ces forces, qu'elles soient végétales, animales, humaines, extra-humaines, et simplement profiter de notre moment sur Terre pour créer le plus de liens possible. Vous n'avez jamais eu de rêve prémonitoire ? Un seul dans ma vie, avec un arbre pour sujet et peut-être pour émetteur, et un arbre qui n'était même pas à moi, c'était une maison de vacances en Savoie, c'était l'arbre du voisin, mais je travaillais dans un grenier aménagé, et ce noyer gigantesque passait ses feuilles en été à l'intérieur, et le soir, il fallait sortir les feuilles pour fermer les volets. Donc voilà le lien que j'avais avec cet arbre, et un jour, en 84, pendant que je fais mon service militaire, je rêve que je suis sur place dans ce lieu, et c'est l'été, il y a une lumière terrible car le noyer n'est plus là. Et à la place, il y a un bruit que je n'arrive pas à identifier, à la fois liquide et électrique,
bizarre. Je me réveille vraiment très mal. Je dis, je vais aller voir sur place, mais je peux pas, quoi. Et ce n'est que 6 mois plus tard que j'irai sur place. Le noyer a disparu. Les voisins l'ont coupé. À la place du noyer, il y a une piscine. Et le bruit que j'entendais dans mon rêve, c'était la pompe à filtration, ce bruit à la fois liquide et électrique. Je vais voir les voisins, je lui demande à quel moment vous avez coupé l'arbre. Et c'était la veille de mon rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon esprit est allé sur place, attiré par ce lien que j'avais avec cet arbre et si qui l'arbre s'était brisé? Ou est-ce si que l'arbre m'a envoyé l'info? Oui, exactement. Je veux dire, là encore, et bon, je n'invente pas. Moi, quand j'invente, il y a marqué roman sur. Est-ce que j'ai aucun intérêt à vous inventer ça? Mais en plus, c'est arrivé à tellement de personnes sur ce genre de choses. Évidemment. Mais voilà, ça ne fait que. Et vous avez eu de la culpabilité pour l'arbre, non? Ah bah j'étais pour rien, moi, c'est les voisins qui voulaient une piscine. Bien sûr, non mais, parce que ça aurait pu être, ça aurait pu être un appel de détresse de l'arbre. Oui, et si jamais j'avais dit, bon, l'arbre m'envoie un signal de détresse, il n'est plus là, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais sur place, je m'enchaîne au tronc pour éviter qu'il soit... Oui, des choses aussi connes, je suis capable d'en faire. Hein. J'ai fait pire que ça, sur un élan du cœur comme ça, quand il y a des liens avec... Mais non... Non, je l'aurais pas fait. C'est peut-être pour ça que j'ai été puni et j'ai plus jamais eu de rêve prémonitoire, vu que j'ai pas sauvé l'arbre. Mais bon, peut-être que simplement cet arbre me disait adieu, ou ma conscience est allée chercher ce dernier échange entre nous, qui était, cet arbre me donnait de l'ombre, il y avait ce rapport sensuel quand je lui sortais ses feuilles. Je disais, à demain, comme ça, on te rouvrira. Et paf, il rentrait comme des tentacules végétales qui envahissaient mon espace d'écriture. Voilà, c'est... Si vous voulez, tous ces liens-là avec avec le végétal, avec l'animal, je raconte des histoires extraordinaires de ce que réussissent les animaux quand ils ont des prémonitions pour nous sauver, qui sont incroyables. Tout ce lien-là, toute l'attention que réclament tous ces êtres autour de nous, quel que soit leur niveau de conscience, de vie, il faudrait vraiment s'y consacrer davantage, essayer de comprendre plus et ne pas rester juste dans la fascination de la nouveauté de l'IA qui n'est qu'une imitation spectaculaire mais faillible de tous ces pouvoirs que nous partageons avec tout ce qui nous entoure. Et c'est pour ça que vous mettez en sous-titre quand le génie du vivant surpasse l'IA. Et n'a pas attendu l'IA pour construire tout ce dont nous procédons aujourd'hui. Lisez Didier Van Kovelaert. Merci infiniment Didier. Quel bonheur à chaque fois, quel conteur. Vous commentez, je sais que ça va l'être fortement. Vous partagez bien entendu et on se retrouve quant à nous très vite pour une prochaine émission, une prochaine rencontre. Salut à tous, merci.